Après avoir parlé de Marvel, de DC, de Harry Potter, il est temps de s'attaquer à une des sagas les plus connues au monde, Star Wars, réalisée par George Lucas. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment ils ont réalisé les effets visuels de la première trilogie et comment toutes ces techniques ont bouleversé le monde du cinéma. La trilogie originale, sortie pour la première fois en 1977, a inspiré ensuite 6 autres suites, mais aussi des films autonomes ainsi que des séries comme on l'a vu dernièrement avec The Bad Batch ou The Mandalorian sur Disney+. Et encore, ce n'est que le début de toute cette aventure Star Wars avec le rachat de Disney. Ils vont étirer la licence dans ses retranchements. Alors s'ils font ça bien, ça va être cool. Commençons tout de suite cette vidéo. Si tu l'apprécies, n'hésite pas à la partager, à mettre un like et un petit commentaire. Ça me ferait vraiment plaisir de ouf. Tout d'abord, parlons des robots. Les robots dans Star Wars, c'est quelque chose de sacré, je trouve. Ils sont là pour aider les héros dans leurs aventures et pour ajouter une touche d'humour et même d'humanité, même si ce sont que des morceaux de métaux. Et ce qu'il y a de trop bien avec les robots dans la saga de Star Wars, c'est qu'ils ont voulu garder les robots en pratique sur le tournage. Ça veut dire physiquement là sur le tournage et pas utiliser la 3D. Et pourquoi ils n'ont pas utilisé la 3D? Ça n'existait pas encore à l'époque pour faire des trucs aussi fous. Le film Star Wars original montre en premier C3PO, le droïde doré des relations cyborg-humaines. C'est le premier élément non naturel que le spectateur voit à l'écran. Surtout que C3PO est le seul personnage dans les 9 épisodes à être présent tout le temps. Il fallait que ce robot soit super réussi, parce que c'est lui qui va introduire tous les autres droïdes, comme par exemple R2-D2. Au début, personne n'était sûr qu'il serait en mesure de reproduire l'apparence de l'œuvre de Ralph McQuarrie. C'est un illustrateur, c'est lui qui a fait beaucoup d'illustrations pour donner vie à ce que va être Star Wars par la suite. Donc ils se sont basés sur énormément d'illustrations à lui, donc si vous regardez le Star Wars actuel, c'est un petit peu grâce à lui et ce qu'il a donné. Il a d'ailleurs travaillé sur E.T. l'extraterrestre, ainsi que sur un dessin animé pour le projet Apollo. Voilà, c'est des petits fun facts. Et les illustrations de ce gars sont incroyables, d'où le doute de savoir comment réaliser un robot comme C3PO à cette époque-là. Et que ça soit super cool dans les matériaux, que ça reste pratique pour les acteurs. Mais alors comment ils ont fait ça? Ils ont commencé par faire une sculpture de l'acteur original, Anthony Daniels. D'ailleurs, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve qu'il a carrément une gueule à être C3PO. Le mec, on dirait un majordome. Je le vois majordome, ce gars-là. Puis ensuite, avec de l'argile, ils ont commencé à sculpter les formes générales de C3PO. Et comme un truc pareil n'a jamais été fait auparavant, ils ont dû réfléchir à comment faire un costume qui s'articule bien, que ça soit pour les bras, les coudes, le cou, pour que l'acteur puisse jouer dedans. L'acteur voulait d'ailleurs avoir son costume avant d'aller tourner pour répéter et se familiariser avec la tenue, pour savoir à quoi s'attendre. Mais au final, ils ont directement envoyé le costume en Tunisie, là où il y avait les décors donc de Tatooine. Le problème, c'est qu'en Tunisie, il fait chaud, et ça, c'est pas surprenant. Et le costume, à l'époque, il fallait 2 heures pour l'enfiler, c'est énorme. Et la tenue était absolument pas adaptée à l'acteur, ça l'a même blessé physiquement parce que le truc était tellement rigide, tellement compliqué, surtout que le costume, même s'il a une allure métallique et ultra solide, en fait il était super fragile. Et l'acteur s'est cassé la gueule déjà plein de fois et il a craqué ce costume, donc il fallait faire très attention parce que un costume pareil à l'époque, c'était chaud à avoir. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que comme C3PO apparaît dans tous les films, c'est qu'on a pu voir l'évolution de la conception de son costume au fil des trilogies. À la fin, dans la dernière trilogie, le costume était imprimé en 3D et permettait de l'enlever et de le mettre super facilement. Comparé à avant, là l'acteur il est vieux, il a 75 ans le bordel. Donc il fallait pas que le costume se mette en 2 heures. Donc avant le costume, donc c'était 2 heures, et avec les dernières versions du costume de C3PO, l'acteur pouvait mettre le costume en 6 minutes. T'imagines le gap de ouf? Ça devait être vraiment intéressant d'être aussi à la place de l'acteur et de se rendre compte de comment a évolué toute cette industrie. Mais ça c'est pareil pour tout le monde, mais lui dans son costume, d'enfiler son personnage et de voir l'évolution de... Oh, je me sens mieux là. Ouais, c'est pas mal, je peux jouer. Un robot qui est aussi super connu, c'est R2-D2, joué par un acteur de petite taille qui s'appelle Kenny Baker, qui mesurait 1m12. Et lui, c'était un délire, parce que littéralement, il était dans une boîte métallique. Ça devait être chaud. T'es en Tunisie, il doit faire 45 degrés à l'ombre. Ça me rappelle un petit peu une scène qu'il y a dans Prison Break, où on l'enferme dans la prison de Sona, dans une grosse boîte avec du papier autour, là, il devait crever de chaud. En fait, c'est littéralement ce qu'il a vécu, le gars. Et petit fun fact aussi, c'est que C3PO et R2-D2 dans le film, ils s'adorent, mais les acteurs se détestaient. Voilà, donc ça devait être pas très rigolo, t'es dans une boîte comme dans un four, et en plus de ça, tu n'aimes pas du tout la personne avec qui tu joues, et avec qui tu dois être vraiment best friend. Parlons maintenant des sabres laser. Les sabres laser, c'est vraiment l'essence même de Star Wars, c'est l'icône. Et c'est l'arme des Jedi et des Sith. Et à l'époque, c'était beaucoup plus compliqué de faire un effet de sabre laser que maintenant. Je t'avais fait une vidéo dans le passé où je t'expliquais comment refaire un sabre laser chez toi, et avec les technologies d'aujourd'hui, c'est juste quelques petites clés d'animation dans After Effects, et c'est tranquille. Mais à l'époque,
c'était beaucoup plus compliqué. Et avec toutes les recherches que j'ai fait, c'était même super compliqué. C'est ça que j'aime bien avec Star Wars, ils se sont cassés la tête. Alors voici comment ils ont fait le sabre laser. Tout d'abord, parlons du design du sabre. Tu sais d'où ça vient le design du sabre de Luke Skywalker? Eh bien, c'est tout simplement la poignée d'un vieux flash d'appareil photo un petit peu modifié. Sans les modifications, déjà, tu te rends bien compte que c'est totalement le design d'un sabre laser. Donc c'est ça que j'adore vraiment avec Star Wars, c'est que le mec a créé une saga incroyable. Il a engendré des milliards d'euros et de base c'était juste une idée de son esprit et il a fait ça avec des systèmes D en vraiment essayant de chercher à construire son œuvre. C'est fou de se dire que quand même un sabre laser en fait de base c'est la poignée d'un flash d'appareil photo. Mais maintenant, comment ils ont réalisé à l'époque cet effet d'énergie de la lame? Eh bien, il y a eu plusieurs techniques. La première était de prendre un bâton avec du scotch réflectif qui était enroulé dessus. En éclairant avec une très forte lumière, ils allaient pouvoir récupérer cet effet lumineux que l'on connaît tous du sabre laser. Mais comme tu peux le voir dans le film, il y a un effet aussi d'intensité qui varie, comme si l'énergie c'était un peu instable. Et pour faire ça, il y a un moteur qui était caché dans le sabre laser de Mark Hamill qui allait faire tourner le bâton pour créer ces variations de lumière. Et ça, j'étais pas du tout au courant avant de faire les recherches pour cette vidéo. Il avait même un câble qui passait sous la manche pour alimenter le moteur. T'imagines le bordel pour faire un effet de sabre laser? Mais bon, ils se sont vite rendus compte que c'était une technique quand même compliquée parce que le sabre pesait un nanomore, forcément il y a un moteur dedans, aussi parce que le moteur était plutôt instable et pour faire cet effet de lame qui tourne, c'est un peu chaud. Par la suite, le sabre laser était simplement des bâtons sans réelle technologie dessus. C'est ensuite avec les pellicules de film que tout allait se jouer. Ils allaient prendre la même pellicule et l'exposer beaucoup plus fort pour ensuite tracer avec de l'encre colorée, donc si c'est Dark Vador ça sera rouge et si c'est Luke ça sera bleu, et ensuite les personnes allaient tracer les endroits où ils voulaient le sabre laser, donc c'était du travail image par image à peindre sur les pellicules. C'est pour ça que quand on regarde un petit peu l'effet de sabre laser, ça suit pas énormément. Et tu t'imagines la somme de travail, ça devait être incroyable. Moi je suis juste époustouflé de voir ça. Et c'est fou de se dire que la technologie a tellement évolué que Disney a annoncé un sabre laser ultra Enervax avec une lame qui se rétracte et qui fait autant de lumière qu'un vrai sabre laser dans les films. J'ai très hâte de voir le prix aussi parce que j'en veux un bordel de Dieu. Parlons aussi des sons du sabre laser. Tu me connais, j'adore le sound design et j'aime bien savoir comment ils font ça dans les films. D'ailleurs, avec Ben Jacquet, on vous prépare une vidéo sur le sound design, vous allez kiffer. Ça arrive très bientôt. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour pas rater ça. Le sound designer de Star Wars, c'était Ben Burr. Et voilà comment il a recréé les sons du sabre laser. Le fameux pardon. Voilà, c'est mieux. Eh bien, ce fameux son était un simple bruit d'un projecteur de cinéma. C'est fou de se dire qu'au final, tu fais du cinéma avec quelque chose, c'est une roue en fait. Et ensuite, pour le son de bzzz, il a utilisé tout simplement un bruit d'une télé qu'il avait à côté de lui. Et quand le sabre bouge, il a utilisé un microphone qu'il agitait en même temps que les scènes du film devant une enceinte, ce qui va donner l'effet du sabre en mouvement. On appelle ça l'effet Doppler. Ensuite, pour les chocs entre sabres laser, c'est du métal qui touche de la neige carbonique. Et si tu aimes savoir comment sont faits les sound design de Star Wars, les blasters c'est en réalité un slinky. Ces espèces de trucs métalliques que tu mets en haut d'un escalier et ça tourne comme ça. Plutôt complexe ce sabre laser, non? Ingénieux de A à Z. Maintenant parlons des vaisseaux qu'il y a dans Star Wars. Dans les derniers Star Wars, beaucoup des vaisseaux sont en 3D, sauf pour certaines productions comme The Mandalorian, où ils ont voulu jouer le jeu aussi des mêmes techniques qu'il y avait dans les premiers Star Wars. Quelle est cette technique sans ordinateur? Beaucoup de personnes doivent le savoir, mais c'est toujours bien de re-regarder les images. Eh bien, c'était avec des miniatures. Tous les vaisseaux étaient réalisés à petite échelle, et pour créer le mouvement des vaisseaux, ils ont combiné entre la rotation des vaisseaux qui était posée sur un petit système qui pouvait tourner, ainsi qu'un bras robot qui portait la caméra. Un petit peu comme les bras que tu vois de nos jours, mais à l'époque. D'ailleurs, je te prépare une vidéo très bientôt sur les bras robotisés de caméra et tu vas voir, ça va être une dinguerie. Et en mixant le mouvement des deux, on obtient des mouvements de caméra super cool. Mais maintenant, il faut enlever le fond bleu. Comme tu peux le voir, tous les vaisseaux sont sur un fond bleu. Et de nos jours, c'est super simple. On appelle ça le keying. Je vais aller dans After Effects, je clique sur la pipette, je choisis la couleur, je change un petit peu les réglages et c'est terminé. Mais à l'époque, ils n'avaient pas ça. C'est ciao le keying. Donc comment ils ont fait tout ça? Eh bien, une vidéo est capturée avec 3 couches, la rouge, la verte et la bleue. Et en faisant ce que l'on appelle un compositing chimique, c'est-à-dire que la couleur du négatif a été imprimée sur un négatif noir et blanc avec beaucoup de contraste. Et grâce à un filtre, on allait pouvoir exposer que la fréquence de la couleur du négatif choisi, en l'occurrence le bleu, pour les plans des vaisseaux de Star Wars. Ce qui va créer une sorte d'image en noir et blanc, et de nos jours on appelle ça une alpha. Tout ce qui est blanc va apparaître à l'écran et tout ce qui est noir va être transparent. Et c'est grâce à ça donc qu'on va pouvoir projeter pour obtenir juste la silhouette de notre vaisseau. George Lucas et son équipe chez ILM ont dû inventer un nouveau type d'imprimante optique juste pour faire fonctionner le film. L'imprimante optique a essentiellement été utilisée pour combiner plusieurs projections sur un seul morceau de film.
C'est un petit peu du compositing de maintenant avec After Effects, mais à l'époque c'était avec des pellicules et il fallait créer des systèmes pour mettre toutes ces pellicules en une seule. Lucas et son équipe ont mis au point une imprimante optique avec 4 têtes de projecteurs, ce qui signifie que l'ensemble du processus pouvait être vraiment de meilleure qualité et beaucoup plus précis. Et ils allaient pouvoir rajouter plein d'éléments dans le film final comme par exemple 3 X-Wing et en fond l'étoile de la mort. L'équipe de Industry Light of Magic a développé aussi un moyen pour éclairer les vaisseaux avec des tubes fluorescents, ce qui allait leur permettre de ne pas avoir ce scintillement dans les lumières et d'avoir vraiment quelque chose de clean sur les vaisseaux. Parlons maintenant de Jabba le Hutt. Ça va être une petite partie mais elle est très rigolote. Jabba le Hutt est pas beau, je dirais même dégueulasse. Alors comment ont-ils fait pour réaliser cette larve géante? Eh bien, c'est avec un costume animatronique. C'est une sorte de grosse marionnette qui était pilotée par 3 personnes. À l'aide d'une télécommande et des boutons, ils allaient pouvoir faire ouvrir la bouche de Jabba ou lui faire tourner la tête et cligner des yeux. Il fallait donner vie à un monstre d'une manière synchronisée, donc il y avait 6 bras qui était en train de piloter Jabba le Hutt d'une manière synchronisée. Comme tu peux le voir sur ce rush là, à un moment il y a Jabba le Hutt qui frappe ses 3 PO. Et comme tu peux le voir, c'est pas juste le bras qui bouge, il va falloir que les autres personnes fassent bouger un peu le corps pour que ça soit crédible. Donc c'est du travail d'équipe et ils ont dû en chier, d'accord? Et si je te parle de Jabba aussi, c'est parce qu'ensuite ils ont fait des remasterisations du film et Jabba a évolué au fil des années. Donc la première version c'est celle que tu vois là, c'est vraiment la marionnette, le costume. Mais ensuite, en 1997, la 3D était beaucoup plus implémentée dans le cinéma et voici donc la version qu'il y avait. Et ensuite, ils ont encore refait une nouvelle version en 2011 et voici donc la 3D. Donc c'est super intéressant de voir ça pour voir l'évolution du process et des techniques. On peut voir quand même qu'en 2011, c'est quand même beaucoup plus clean. Mais je trouve que ça perd un peu le charme aussi du film original. Donc voilà, c'était la petite parenthèse Jabba le Hutt parce que c'était vraiment très cool à aborder je trouve. Parlons maintenant des environnements dans Star Wars. Pour créer des environnements futuristes sur d'autres planètes, de nos jours on utilise des matte painting numériques. On peint sur Photoshop des environnements où on peut incruster des personnes sur fond vert dessus, ou même de nos jours avec des écrans géants comme sur The Mandalorian. Mais comme les vaisseaux tout à l'heure, à l'époque il n'y avait pas toutes ces technologies. Sur les pellicules de film, ils ont découpé l'endroit où il y avait l'acteur pour qu'ensuite derrière on puisse rajouter une peinture qui a été faite à la main. Donc en fait c'était du matte painting mais à la main, c'était vraiment des peintures. Donc tous ces plans là que tu vois ont été peints à la main par des artistes. Donc il fallait faire gaffe qu'il y ait la même perspective, le même éclairage et qu'il y ait aussi un degré de réalisme plutôt convaincant. Donc au final c'est du papier découpé littéralement, on découpe des pellicules pour mettre autre chose derrière. C'est... Alors, vous en avez pensé quoi de tous ces effets visuels de Star Wars? Moi je trouve ça super incroyable et je voulais d'abord aborder avec vous la première trilogie parce que je la trouve vraiment géniale et elle a fait bousculer énormément de choses techniquement au cinéma. Et s'il n'y avait pas eu Star Wars, le monde du cinéma et des effets visuels aurait été bien différent. Et comme tu as pu le voir, les techniques d'avant sont les mêmes qu'aujourd'hui. C'est juste que maintenant on a la machine qui nous permet d'automatiser beaucoup de processus. Les effets visuels comme vous avez pu les voir sont énormément de débrouille, de réflexion, à savoir comment repousser les limites des technologies du temps où ont été réalisés les films. Alors vraiment ne vous dites jamais ce film est pas beau, c'est mal fait. Non, à l'époque c'était la Rolls-Royce de ce qui pouvait être fait. Donc soyez surtout subjugués par la réflexion derrière tout ça, l'ingéniosité et la passion de toutes ces personnes qui ont donné vie à l'histoire de George Lucas. Et j'espère qu'avec cette vidéo, vous vous rendez compte aussi que même sans ordinateur, on peut faire des dingueries si on a les bonnes idées. J'espère que cette vidéo vous aura plu et si vous voulez voir d'autres vidéos de ce type là et peut-être voir les prochaines trilogies de Star Wars sur cette chaîne, dites-le moi dans les commentaires, comme ça vous m'aiguillez vers ce que je dois faire plus tard. En tout cas, n'hésite pas à partager cette vidéo autour de toi pour faire découvrir le monde des effets visuels. C'était Atom, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao!